Du jour au lendemain, un père de famille, 5 enfants, un travailleur, au pied de la tour Eiffel qui se fait tuer par 4 policiers. Et pendant longtemps, à cause de ces images, j'ai vécu un cauchemar. Quand je fermais l'œil, et je me retrouvais à la place de mon père, étouffée et étranglée. Et j'avais l'impression qu'on m'étranglait jusqu'à me casser aussi le larynx. Je m'appelle Inès Belkacem, je suis journaliste à Street Press et depuis 2016, je travaille sur les violences policières. Dans ce documentaire, il y a 5 familles qui ont perdu un proche dans une intervention de police qui prennent la parole. On a par exemple rencontré la famille de Cédric Chouviat à Paris, la famille d'Alan Lambin en Bretagne, il y a aussi les proches de Wissam El Yamni à Clermont-Ferrand, ceux de Claude Jean-Pierre en Guadeloupe, et il y a aussi la famille de Guy Camara qui eux sont en région parisienne à Champs-sur-Marne. Quand les familles se rendent compte que la police est impliquée, quand elles se rendent compte que leur proche est mort, souvent avant même qu'elles aient pu faire quelque chose, il y a la préfecture de police ou un site ou des médias qui vont sortir la version des policiers. Dans la version des policiers, il est toujours expliqué que la personne qui est morte, donc le proche de ses familles, a fait quelque chose de répréhensible ou c'était un accident. Le meilleur exemple, c'est Cédric Chouviat. Au moment où on était à l'hôpital en train d'attendre un miracle, on savait même pas s'il allait mourir ou pas. Il y a un article du Parisien qui sort. Cédric Chouviat a fait un malaise cardiaque. Ils ont menti sur ce qui s'était passé, ils ont dit qu'il était tombé et que ce qui lui était arrivé, c'était de sa faute et pas de la faute des policiers. Quelques semaines après cet article, il y a les vidéos qui sortent. Donc les vidéos de l'interpellation de Cédric Chouviat. Et on voit bien que le contrôle, Cédric Chouviat le remet en question sans qu'il y ait de violence et qu'il tombe pas et qu'il n'y a pas de crise cardiaque, qu'il y a un plaquage ventral de la part des policiers et que Cédric dit cette fois « j'étouffe » avant de mourir. Cédric, il a filmé sa propre mort parce qu'il avait son téléphone et qu'il a filmé son contrôle. Donc on voit bien que la version des policiers n'était pas du tout vraie. Toutes ces familles passent par un deuil très compliqué parce qu'elles ont du mal à comprendre comment leur proche est mort. Quand elles essaient d'aller poser des questions, d'aller chercher des informations, elles se rendent compte qu'elles ont du mal à trouver ces informations. Un exemple simple, c'est les vidéos de surveillance. Quand les familles essaient de récupérer les images, ils se rendent compte que c'est très compliqué. Il y a toujours des raisons différentes pour lesquelles ils ne peuvent pas récupérer ces vidéos. Parfois on explique que elles fonctionnaient pas. On explique que c'est le temps de l'enquête et qu'elles n'auront pas les vidéos tout de suite et que peut-être elles les ont dans 1 an, dans 2 ans. C'est ce qui est arrivé par exemple à la famille d'Alan Lambin qui les ont récupérées plusieurs mois après la mort d'Alan. Ça n'a pas été facile de récupérer la vidéo. L'IGPN a mis presque 1 an avant de nous la donner. Mais pour des familles, c'est un laps de temps énorme sur lequel en fait elles comprennent pas forcément ce qui s'est passé. Comme elles n'arrivent pas à récupérer des informations sur la mort de leurs proches, elles doivent mener l'enquête toutes seules. Elles se mettent en quête du moindre indice. Elles essaient de comprendre les rouages de la justice, les rouages de leur affaire, et c'est pas leur travail en fait. Pour prendre un exemple, il y a la famille de Cédric Chouviat qui a lancé un appel à témoignage en demandant « vous étiez à telle heure Quiébranly, là où est mort Cédric, est-ce que vous avez été témoin de quelque chose ?» Souvent les familles font ça. Et elles ont reçu plusieurs vidéos, plusieurs témoignages, et c'est en partie aujourd'hui grâce à ces vidéos qu'elles peuvent aller devant les tribunaux et avoir des preuves devant les tribunaux. Les vidéos, c'est la chance de notre malheur. C'est une évidence. Parce que sans les vidéos, je te le redis, la cause est perdue. Les familles essaient toutes d'aller devant les tribunaux pour avoir justice. Et leur plus grande peur, c'est d'avoir un non-lieu. Un non-lieu, ça veut dire que la justice estime qu'il n'y a pas assez d'éléments pour ouvrir un procès. Ou que les policiers étaient en situation de légitime défense. Dans le documentaire, Mahamadou Camara, le frère de Guy Camara qui prend la parole, lui ça fait 4 ans que Guy est mort. Il était devant les tribunaux et il a eu son non-lieu. Et lui n'arrête pas de répéter, il ne peut pas y avoir non-lieu quand il y a mort d'homme. Lui, il peut pas comprendre que son frère soit mort et qu'on lui dise c'est ces mots circulés, il n'y a rien à voir. Quand un jeune issu d'immigration ou bien un jeune français se fait tuer par des policiers français,
Ah non, là c'est silence radio. On a été à Clermont-Ferrand, on rencontrait la famille de Wissam El Yamni. Et dans le documentaire, il y a sa sœur Marwa qui témoigne et il y a aussi Zora, qui est la maman de Wissam. Le témoignage de Zora a été particulièrement intense parce qu'elle s'est beaucoup confiée. Zora, c'est vraiment un modèle de bravoure pour moi. Parce que ça fait 10 ans qu'elle a perdu son fils, 10 ans qu'elle attend d'avoir des réponses. Et elle, depuis 10 ans, malgré sa peine, malgré son deuil impossible, c'est une militante acharnée. Dans le documentaire, tous les tournages, elle avait son t-shirt « Justice pour Wissam ». Ma mère, depuis le début, elle a des autocollants partout de Wissam. Et c'est vrai que sur sa voiture, il y a un autocollant « Justice et vérité pour Wissam ». C'est-à-dire c'est la militante pour Wissam de tous les instants. Pour ce documentaire, on a aussi été en Guadeloupe, rencontrer la famille de Claude Jean-Pierre. C'était assez particulier parce que c'était la première fois que Fatia, sa fille, retournait en Guadeloupe depuis les funérailles de son père. Et pour les tournages, on a été dans la ville de Dé, où s'est passé le contrôle qui a mal tourné. Et je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas tant de l'affaire Claude Jean-Pierre en métropole, mais qu'en Guadeloupe, c'était le visage contre les violences policières. Justice pour Clodo! Justice pour Clodo! Plus fort! Justice pour Clodo! Plus fort! Justice pour Clodo! Voilà! Justice pour Clodo! Moi, les familles que j'ai rencontrées, ça fait 4 ans, 5 ans, 11 ans pour la famille de Wissam, qu'elle traîne ce deuil impossible, qu'il y a des rebondissements dans leur affaire ou qu'au contraire, il se passe rien. Et ça mérite un éclairage. Nous, l'idée avec le documentaire, c'était de sortir du fait divers. C'était de suivre ces familles, de leur donner la parole et de le faire surtout sur le long cours. Qu'elles puissent raconter ce deuil impossible, ces galères devant la justice, leurs recherches d'indices pour comprendre la mort de leurs proches.